Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Blazers de Portland, équipe surprise du mois de février. On va désigner les pires super teams de ces dernières années. On terminera sur le Magic d'Orlando privé de Jalen Suggs pour le reste de la saison probablement. Sans plus attendre, j'accueille mes deux invités du jour. Charlie, salut Charlie. Salut les gars, salut à tous. Et Florent, de retour dans l'émission. Bonjour Florent. Bonjour tout le monde. Florent, c'est cool que tu sois de retour. Je te reçois aussi parce qu'on parle de Portland. Tu vas pouvoir nous parler de Portland. Oui, d'abord je suis ravi que tu m'aies invité. Et puis je serais encore plus ravi de parler de Portland et peut-être même en bien pour une fois. Donc toi, c'est fantastique. On s'attendait pas à ça. Moi le premier. Et ben voilà, tu vas nous en parler parce que j'ai hâte d'avoir ton opinion sur ce qui est en train de se passer à Portland et sur quelques joueurs justement qui jouent là-bas, dont j'aime beaucoup le potentiel, notamment en Camara. On en a déjà parlé la semaine dernière avec Charlie rapidement. Et là, on va un peu en parler un peu plus en détail. Avant ça, j'aimerais quand même parler un peu de l'actualité, si vous le voulez bien, notamment le fait que les Cavaliers sont devenus la première équipe officiellement qualifiée pour les playoffs cette semaine après une victoire face au Heat. Ils ont le record de la Ligue, 52 victoires, 10 défaites. C'est une des deux seules équipes de l'histoire à compter 3 séries d'au moins 12 victoires consécutives dans une seule saison. La précédente, c'était les Mavericks de Dallas en 2006-2007. On se souvient que c'est l'équipe qui était emmenée par Dirk Nowitzki qui avait remporté le titre de MVP cette saison-là, qui avait été éliminé au premier tour par les Warriors. Donc j'espère que les Cavaliers auront un peu plus de chance que les Mavericks à l'époque. Un mot là-dessus, Charlie, sur les Cavaliers qualifiés déjà. Première équipe qualifiée. Bon, c'est logique vu la saison qu'ils font. Série de 12 victoires en cours, ils sont impressionnants. La grève de DeAndre Hunter arrivée à la deadline est remarquable. Enfin, pour le moment, tous les voyants sont au vert, c'est clair. Maintenant, de toute façon, pour les Cavs, je pense que ça fait un moment maintenant qu'ils se projettent déjà sur les playoffs. Parce que quand t'es aussi dominant en saison régulière, évidemment, l'objectif c'est de concrétiser ça en faisant une belle campagne de playoff. Donc c'est surtout à ce moment-là qu'on va surveiller ce qui se passe. Mais ouais, il faut une saison extraordinaire. Ouais, complètement. Flo, un mot sur les Cavaliers. Très content pour eux aussi. D'abord, beaucoup plus épargnés par les blessures que la saison dernière. Donc tant mieux. On croise les doigts pour que ça continue jusqu'au playoff. Bien sûr. Et pendant les playoffs. Ah, surtout. Et puis oui, il y a le petit ajout Hunter qui pour l'instant a l'air de bien prendre. On va voir un peu plus sur le long terme. Pour l'instant, tout est positif. Après, moi, j'attends d'eux qu'ils soient un peu plus convaincants et solides en playoff. C'est ce qui leur a un peu manqué sur les 2 précédentes saisons. Donc là, en plus, avec une saison régulière très performante, voilà, le juge de paix, ça reste les playoffs. Donc on les attend avec impatience parce qu'ils peuvent nous offrir de très belles joutes. Oui, complètement. De toute façon, pour que ce soit Cleveland ou OKC, la vraie épreuve du feu, ça va être les playoffs, quoi. Que ça domine la saison régulière, c'est très très bien, c'est très bon signe. Et je pense véritablement que ce sont c'est les deux équipes qui ont le plus de chances d'aller jusqu'au bout. Très clairement, on verra qui arrivera à s'en sortir. Je mettrais plus une pièce sur OKC personnellement, mais on verra ça, effectivement, ouais. Autre point dans l'actu que je souhaitais mettre en avant, c'est James Harden qui a planté 50 points dans la victoire des Clippers face aux Pistons, alors que son équipe était en souffrance depuis le All-Star Break. Ils étaient sur 6 défaites en 7 matchs. Je voulais souligner ça parce que James Harden porte cette équipe depuis le début de la saison. C'est un des rares joueurs à avoir été présent sur la quasi-totalité des matchs cette année. J'ai jamais été fan de James Harden, mais j'ai envie de dire bravo parce que c'est quand même un joueur qui est là, qui fait son possible pour porter cette équipe, pour essayer de continuer à faire vivre ce projet en laissant le temps à Kawhi Leonard de reprendre son rythme et de reprendre ses esprits. Norman Powell qui était absolument formidable. Là, il est blessé, il n'est pas là. Et c'est la seule constante dans cette équipe. Et le fait que les Clippers soient dans la course au playoff, je trouve ça déjà... pour moi, c'est le témoin du fait que James Harden est quand même un joueur assez incroyable, quoi. Voilà, qu'on l'aime ou pas, c'est dur de dire que ce joueur n'a pas d'impact dans une équipe, du moins en saison régulière, quoi. Charlie, t'as une opinion là-dessus ?
Bah, en fait, ce que je trouve assez agréable aussi, c'est que quelque part, il se rachète un peu une image après les saisons à Brooklyn et à Philly, notamment la fin à Philly, ça s'était quand même pas très bien passé. Et là, effectivement, je trouve qu'en termes de comportement sur le parquet, enfin, on voit qu'il se donne vraiment pour que cette équipe continue d'être ambitieuse. Le fait qu'il marque 50 points, bah, je vais pas te dire que je suis pas étonné parce que évidemment il a 35 ou 36 ans maintenant, mais voilà, James Harden c'est un joueur offensivement, c'est un génie absolu, c'est un monstre, c'est certainement un des plus grands de l'histoire de la ligue de ce point de vue-là, donc pas complètement étonné qu'il soit encore capable de sortir ce genre de performance à son âge. En tout cas, ouais, je suis assez d'accord avec toi, cette page qu'il écrit aux Clippers, elle est sympa et elle permet un peu de tourner la page de ces saisons un peu de diva, tu vois, on parlait de diva la semaine dernière et c'est vrai qu'à Brooklyn et à Philadelphie, c'est un peu ça l'image qu'ils nous donnaient. Aux Clippers, c'est pas du tout le cas et ça fait plaisir. Ouais, complètement, ouais. Flo? C'est vrai que ça fait plusieurs saisons que les Clippers, on a tendance un peu à les oublier ou un peu à croire qu'ils ne passeront pas, puis ils sont toujours quand même là, malgré les absences répétées et fréquentes de Leonard. Et puis ouais, Harden, bah, il tient la baraque, mine de rien, MVP un jour, MVP toujours. On va peut-être pas aller jusque là, mais voilà, il est encore là, le vieux barbu. Mais ouais, il fait encore de belles choses et c'est quand même plaisant de voir comme ça une légende. On veut parler que c'est une légende. Alors après, il y a plusieurs niveaux de légende, mais ça reste une légende de la NBA, ne serait-ce que par son titre de MVP. Ouais, revoir des petits éclairs de génie, c'est quand même très très plaisant, quoi. À 35-36 ans, mettre 50 points, déjà mettre 50 points tout court, mais le faire à 35-36 ans, c'est quand même un exploit. Ouais, surtout qu'avec le départ de Paul George pour Philadelphie, on était quand même plusieurs à douter de la capacité des Clippers. Il y en a même qui les enterraient littéralement en disant, bah, avec Kawhi qui est blessé, qui va revenir on ne sait quand, on ne sait comment, on ne sait dans quel état, et on ne sait pour combien de temps. Il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à enterrer cette équipe et à les voir difficilement accrocher les playoffs. Ils ont été longtemps qualifiés d'office. Là, ils sont redescendus aussi parce qu'il y a une embellie du côté de Golden State depuis l'arrivée de Jimmy Butler, que les Clippers, comme j'ai dit tout de suite, ont enchaîné des défaites depuis le All-Star Game. Donc, ils sont redescendus, ils ont un peu chuté au classement. Mais le fait que cette équipe soit dans le play-in, tienne la barre pour une qualification potentielle en play-off, rien que ça, moi, je trouve ça assez remarquable, en fait, qu'ils soient là au coude à coude avec les Timberwolves et les Warriors pour accrocher cette 6e place. Et les Kings aussi sont juste à côté. Je trouve ça assez remarquable, en fait. Et James Harden, c'est vraiment le joueur qui a permis à cette équipe d'exister cette saison, littéralement, quoi. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment épatant de sa part. Ça remet vraiment ce joueur dans les capacités qu'il nous a démontré sous le maillot de Houston. Comme tu dis très bien, Charlie, son passage au Nets. Il y a eu du bon au Nets aussi. Hein. Lui, c'est pareil. C'était un des seuls qui était constant, qui était présent, qui était là pour jouer. C'est vrai. Contrairement à Kyrie et à KD qui étaient souvent à l'infirmerie pour le coup. Et bref, je trouve ça vraiment bien. Et lui qui était plus un playmaker jusqu'alors aux Clippers et aux Sixers avant ça. Et ben là, tout d'un coup, on a retrouvé un petit peu de peps offensif. Alors, il est moins efficace aussi parce que il est un peu seul, quoi. Mais franchement, moi, j'ai été épaté par sa performance parce que je regarde pas mal les Pistons en ce moment. Et bravo à lui. Et dernier point dans l'actualité, LeBron James qui repousse les limites de la longévité. Toujours plus loin, devenant cette semaine le premier joueur de l'histoire à dépasser la barre des 50 000 points inscrits en carrière. Alors, je suis premier à dire que le côté comptable de la carrière de LeBron James, voilà, c'est de la comptabilité, c'est des totaux. Mais son niveau de jeu à ce moment de son parcours en carrière, c'est juste inhumain. Enfin, faut bien le reconnaître. Ça démontre surtout, à mon sens, une force mentale extrême dont il faut faire preuve pour afficher un tel niveau encore et toujours. Trouver l'énergie chaque saison pour revenir, pour remettre autant d'énergie sur le terrain, même si voilà, il y a des baisses de production, tu vois bien dans les stats avancées, tout ça, son impact en tant que joueur individuellement est moindre qu'à une certaine époque, mais il sort encore des matchs absolument incroyables et son intelligence de jeu est toujours là. C'est quelqu'un qui a réglé le problème dans sa tête depuis longtemps et il le démontre encore aujourd'hui. Et voilà. Et j'ai aussi été très content que ce match soit pas interrompu comme le jour où il avait dépassé Karim Abdul-Jabbar. Moi, ça m'avait
énormément choqué, ce truc-là, même si je comprends bien, faut marquer le coup, tout ça. Alors la photo prise en milieu de terrain alors qu'il y avait un match qui était en train de se jouer, moi j'avais trouvé ça assez dérangeant personnellement. Et voilà, et là j'ai trouvé ça bien. C'était dans la continuité du match, et Dieu sait que cette barre de 50 000 points, c'est absolument fou comme truc. C'est complètement hallucinant. Charlie. Ouais, bah c'est ça, tu l'as dit, c'est absolument hallucinant. Ça devient difficile de trouver les mots pour qualifier son niveau physique, et enfin ce qu'il est encore capable de faire sur un parquet à son âge, c'est hallucinant. Tu l'as dit, il a 40 ans, alors évidemment il est moins efficace, évidemment il y a plein de statistiques avancées qui montrent un petit peu son déclin, mais enfin on parle quand même d'un mec qui a 40 ans, tourne à 25 points, je crois qu'il est à quoi, à 8 rebonds, 8 passes ou un truc comme ça. Enfin, ouais, il a son meilleur pourcentage de réussite à 3 points de sa carrière. Ouais, c'est comme ça. Non, vraiment, c'est impressionnant. Et en plus, moi, tu l'as dit, je suis d'accord avec toi. Je suis content que le match ait pas été interrompu. Mais en plus, ce qui est agréable de voir, c'est qu'il fait ça dans une équipe qui fonctionne. En fait, tu vois, c'est pas juste, on n'est pas juste en train de voir un mec. Une vieille superstar qui se tape dans une équipe qui est en souffrance et qui ne joue rien. En fait, c'est pas du tout le cas. Les Lakers, au contraire, ont rarement été aussi forts ces derniers temps qu'ils le sont en ce moment. Donc ouais, c'est hyper impressionnant. Et on se demande un peu à quel moment il va s'arrêter, parce que c'est clair que là, enfin, on n'est pas en train de voir les images d'un joueur dont on se dit, bah, dans quelques mois, c'est fini, quoi. Complètement, ouais. Flo. J'allais dire exactement la même chose que Charles, c'est difficile de trouver les mots sur une telle performance. Alors finalement, ne cherchons pas les mots, quoi. Profitons, parce que bah, ça peut-être, enfin, ça va se terminer un jour ou l'autre. C'est indéniable. Quand, personne ne le sait, mais profitons-en, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut. C'est en jouir tant qu'on peut le voir, parce qu'un jour ça s'arrêtera. Est-ce que l'arrivée de Doncic aux Lakers va précipiter cet arrêt? Vous avez 3 heures pour y répondre. Mais voilà, quoi, faut juste en profiter, trouver des mots. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'avoir ce niveau, et c'est exceptionnel de l'avoir a fortiori à cet âge-là, surtout que il a tout gagné. Il a 10 000 records, il a plus rien à prouver, et il trouve toujours cette énergie à tous les matins se lever. Il doit quand même avoir le corps qui doit lui faire mal, etc. Quand même, après tant d'années, forcément, ça laisse des séquelles. Il trouve toujours cette énergie, cette envie de tout donner. Donc, non, regardons, profitons. Hein. Ouais, moi c'est vraiment ça, c'est l'aspect mental en fait que je trouve le plus remarquable là-dedans, parce que se maintenir à ce niveau de performance où tu es encore, on va dire, dans les... je sais pas, je saurais pas où le classer exactement, mais dans le top 10 de la ligue largement. C'est dingue, en vérité. C'est complètement dingue ce qu'il est capable de faire, quoi. Que ça fasse plus de 20 ans qu'il en soit là, je sais pas, c'est du jamais vu. Absolument du jamais vu, quoi. Et en ayant joué les JO cet été, quoi. Ouais, non, mais y a pas, ce gars est un cyborg, y a pas à dire, quoi. Tout à fait. Il y a rien d'autre à dire que c'est complètement saisissant ce qu'il fait. On va parler, Florence, c'est à toi maintenant. C'est à toi de parler, Florent. On va parler des Blazers de Portland. Depuis le 19 janvier, Portland s'est imposé comme une des équipes les plus redoutables de la Ligue. Oui, messieurs, dames, vous m'avez bien entendu. Une des plus redoutables de la Ligue. Et je rigole pas. 2e en efficacité défensive, 6e en net rating. J'ai dû rafraîchir la page plusieurs fois pour être sûr de ce que j'étais en train de voir. Elle affiche un bilan de 15 victoires pour cette défaite pendant cette période, et ce, malgré l'absence de certains joueurs clés. Il semblerait que Chauncey Billups, désigné coach du mois de février de la conférence Ouest, récolte le fruit de son travail, notamment auprès de Scoot Anderson, dont le début de carrière a été plutôt chaotique, mais il n'a jamais été lâché par son entraîneur et montre une belle progression, notamment dans son efficacité sur le terrain cette saison, ce qui était un de ses problèmes majeurs. Idem pour Shaedon Sharpe, qui confirme le potentiel que les supporters avaient vu en lui au moment de sa sélection en 7e position de la draft en 2022. D'autres joueurs sortent du lot durant cette période, notamment Deni Avdia, leur rookie Donovan Clingan, le surprenant Jabari Walker, qui a fait un excellent match la nuit dernière face à Boston, mais aussi et surtout Toumani Camara, le joueur belge vient d'être nommé meilleur défenseur du mois de février à l'Ouest. Un immense honneur pour ce joueur qui n'est que dans sa 2e année, mais qui démontre déjà l'étendue de son talent en défense
et une immense progression en attaque qui pourrait faire de lui une pièce majeure de l'avenir de la franchise. Florent, en tant que fan des Blazers de la première heure, qu'est-ce que tu retiens de ces dernières semaines concernant cette équipe, surprise, qui pourrait potentiellement participer au play-in? C'est pas hors de question avec Dallas qui s'écroule, les Suns qui sont en crise. Tout d'un coup, on caresse un rêve qui n'était pas atteignable en octobre. Ah, tout à fait. Tout simplement, depuis janvier 2025, on joue au basketball à Portland. C'est ça la nouveauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un grand mystère, hein, parce que ne serait-ce que le début de saison enfin même en décembre, on n'était pas très glorieux. Et comme tu l'as dit, depuis janvier, on est une très bonne attaque. Enfin, une très bonne attaque, pardon. Non, on n'est pas une très bonne attaque quand même, mais on est une attaque moyenne, mais on est une excellente défense. Mais on joue au basket, on commence à être une équipe crédible. Ça fait plaisir. Il y a eu en effet des progrès. Offensivement, vous êtes 12e. Vous êtes 12e de la ligue sur cette période. Ouais, oui, ce qui est pas dégueu. Moyen. Hein. Ah ouais, mais c'est pas dégueu du tout. Non, c'est pas. Oh là là, on a fait pire. Oui, exactement. Et sur les 15 derniers jours, je crois qu'on est la 8e attaque. Donc, si on prend les 2 dernières semaines en cours. Mais oui, il y a eu des progrès individuels qui nous ont permis, voilà, collectivement, d'être beaucoup plus forts, plus intéressants. Bon, notre force actuellement, c'est quand même notre défense. C'est là-dessus qu'on repose le plus, hein, et heureusement. Et tu l'as dit. Toumani Camara, la lumière est venue de Toumani Camara. C'est vraiment notre rayon de soleil inattendu. On va pas se mentir, hein, quand il arrivait suite au trade des Suns, on s'attendait pas à ce que ce soit ça. Mais ouais, cette année, il est excellent. C'est l'archétype du Suendi qui est extrêmement recherché en NBA. Et nous, on en a un. On parlera peut-être un peu plus de son attaque, mais défensivement, il fait un boulot extraordinaire. Il a réussi à museler beaucoup de grands noms de cette ligue. Et ouais, c'est un vrai soleil, un vrai bonheur. Il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que c'est avant tout lui qui devient un peu la coqueluche de l'ensemble de la fanbase. Et c'est bien normal, il le mérite. Et il devient le visage de cette espèce de renouveau des Blazers qui est complètement inattendu. Franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Cependant, dans ce que je lis beaucoup, je vois que beaucoup de fans ne sont pas du tout pour la prolongation de Chauncey Billups à la fin de la saison, parce que je crois son contrat arrive à son terme. Mm-hmm. Comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, Chauncey Billups est en train de créer cette identité avec ces jeunes joueurs? Est-ce que c'est son travail justement? Parce qu'il y a eu plusieurs interviews où Scoot Anderson, Shaedon Sharpe ont parlé du fait que Billups ne les a jamais lâchés, leur a toujours dit allez-y, je crois en vous, je sais que vous êtes capable de le faire, et puis tout d'un coup ça prend corps, ça prend forme sur le terrain. Est-ce que tu penses que c'est l'homme de la situation, ou tu penses que il vient de faire son taf et que pour l'étape suivante, il faudra une autre voix dans le vestiaire? Comment tu te places, toi, sur Billups? Je pense que si on veut quand même franchir un petit cap, il faudra autre chose. Alors c'est sa 4e saison de coach. C'est ça aussi peut-être qui change un petit peu parce que on est toujours exigeant avec les coachs dès la première année. Et on a tendance à être plus souple parfois à un joueur en disant il est rookie, etc. Faut faire de même avec les coachs. C'est sa 4e saison. Après, c'est quand même un coach qui est assez limité sur énormément de points. Et je pense pas que si on veut avoir des ambitions un peu plus grandes par la suite, il faudra maintenir Billups. Il fait encore quand même énormément d'erreurs dans ses choix. On l'a vu récemment contre Cleveland, qui est un très très beau match. À un moment donné, il fait quand même des rotations qui est très très bizarre, et ça, il est quand même coutumier du fait. Et ça, il le faisait année 1, il le fait toujours année 4, et ça, je pense que ce sera éternellement un problème chez lui. Il est aussi, il faut pas oublier non plus qu'il est issu un petit peu de l'héritage du précédent GM, ce qui va sans doute pas aider pour sa cause pour rester. On sait que les GM, ils aiment bien aussi choisir leur coach. Donc là, ce sera l'occasion. Je pense qu'il a fait le taf. Après, pour moi, ça reste un coach énigmatique. Ça fait 4 ans qu'il est là. Je sais toujours pas ce qu'il est comme coach. Est-ce que c'est un coach plutôt offensif, défensif? Oui, il a pas eu le meilleur effectif pour faire ses preuves. Oui, il a pas eu peut-être la facilité via son effectif. Mais je suis toujours incapable de te dire c'est quoi le style Billups. Je pense qu'il n'y en a pas. Et puis ça reste quand même l'un des coachs qui, si tu prends les 10 plus grosses défaites, les 10 plus grosses raclées qu'on s'est pris, il y en a énormément qui sont signés Billups.
donc et qui sont pas forcément très anciennes. Ok, ça se passe bien. Je pense qu'il faut pas non plus oublier quand même son passif. Moi, je serais très partisan cet été de voir s'il n'y a pas autre chose et de tourner la page. Et si les Suns veulent se séparer de quelqu'un, pourquoi pas, on le prendra volontiers. Mais ouais, moi je pense qu'il faut tourner la page. Je suis pas sûr non plus qu'il soit l'homme de la situation pour développer les jeunes joueurs. Je trouve ça assez fou. Charlie, c'est quoi ton point de vue, toi, sur les Blazers? Est-ce que déjà, t'es surpris de cette résurgence soudaine en plein milieu de saison, de ce qu'ils font ces derniers temps? Parce que moi, je t'avoue que les voir gagner, ils ont gagné des matchs de fou en fait ces derniers temps. Ils ont pas gagné des matchs contre des équipes à la con, quoi. Ils ont vraiment gagné des matchs contre des pointures. Ah bah oui, en 2025, ils ont accroché des équipes comme Indiana, Milwaukee, Orlando à leur tableau de chasse. Non, c'est clair. Hein, écoute, moi je vais être très franc. Le début de saison des Blazers, je l'ai surtout suivi de loin. C'est pas une équipe sur laquelle j'avais énormément d'attentes. Donc j'avoue qu'en 2024, j'ai pas regardé énormément de leurs matchs. Depuis, j'ai rattrapé mon retard aussi parce que l'équipe montre un bien meilleur visage en 2025. Tu l'as dit, il y a notamment une série de 10 victoires en 11 matchs entre la mi-janvier et le début février qui était assez impressionnante. Écoute, je trouve qu'il y a des profils qui sont intéressants dans cette équipe. Toumani Camara, évidemment, on en a déjà parlé, mais Scoot Henderson aussi, qui est en train de trouver la solution avec son shoot. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, en fait, il a surtout fait appel au coach individuel de Jeremy Grant pour travailler sur son shoot, et visiblement, ça produit des effets. Mais même au-delà de ça, derrière ces deux-là, il y a tout un tas de joueurs entre 20 et 25 ans qui montrent des vraies qualités, les Shaedon Sharpe, Avdija, Walker, etc. C'est une équipe qui est très jeune. En début de saison, il me semble qu'ils étaient sur le podium des équipes les plus jeunes avec Oklahoma City et les Spurs. Donc forcément, c'est intriguant. Moi, j'avoue que j'avais exactement la même question que toi sur Chauncey Billups. Je voulais demander aussi à Florent son avis sur la question. Et pour moi, l'autre question, c'est la question des vétérans qui vont accompagner le développement de ces jeunes. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu l'effectif, alors il y a Jeremy Grant qui a la trentaine. Est-ce que c'est le bon profil aujourd'hui pour encadrer cette équipe? Il y a aussi la question d'Anthony Simons, Robert Williams, DeAndre Ayton, qui sont pas vraiment des vétérans au sens strict du terme. Hein. Ils ont 25-26 ans, mais ils ont quand même plus d'expérience que les jeunes qu'on a cités. Et surtout, leur nom a beaucoup été cité dans les rumeurs de trade avant la deadline. On sait qu'ils suscitent des intérêts de la part d'autres franchises. Alors, c'est quoi aujourd'hui l'horizon des Blazers? Est-ce que c'est de continuer à développer cette équipe telle qu'elle est, ou est-ce que c'est d'utiliser ces pièces qui suscitent de l'intérêt sur le marché pour aller peut-être attirer d'autres vétérans qui seront à même d'encadrer encore plus les jeunes pour leur faire un palier? Moi, j'ai pas mal de questions sur cette équipe. Je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler le futur à moyen terme à Portland, parce que cette équipe est très jeune, mais elle a déjà montré qu'elle pouvait embêter du monde. Et je me demande quelles seront les ambitions dès la saison prochaine. Oui, complètement. C'est pareil, c'est une question extrêmement pertinente puisque de tous les blogs de de fans de Blazers que j'ai pu lire ou les articles que j'ai pu lire de journalistes qui suivent cette équipe, les beatwriters, c'est vraiment ce que j'ai vu le plus souvent, c'est justement Jeremy Grant, il est signé jusqu'en 2027-2028. Il a une player option sur sa dernière année de contrat qui est à 36 millions. C'est plutôt un contrat sympa finalement, puisqu'il va y avoir une montée du salary cap. Donc, on va dire que c'est pas si cher payé que ça. Il y a beaucoup de partisans qui partent du principe que une fois que les contrats de Ayton, t'as toute une série de contrats qui se terminent en 2026. Ayton, Anthony Simons, Robert Williams, Matty Stable, et beaucoup sont à dire, vu qu'on doit re-signer Shaedon Sharpe, vu qu'on souhaite re-signer Scoot Anderson, ce qui va arriver plus vite qu'on ne le croit, autant laisser partir ces gars-là, même si on n'a rien derrière, ça fera toujours de la place en termes de marge salariale pour recruter d'autres joueurs qui correspondent mieux au projet de l'équipe autour de... Et c'est là la question, Florent. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, l'ossature de cette équipe? Moi, j'ai envie de dire, par défaut, Scoot Anderson, Shaedon Sharpe et Toumani Camara. Pour moi, c'est clairement les trois joueurs aujourd'hui sur lesquels tu capitalises et autour desquels tu construis un effectif de façon à ce que leur développement soit le plus efficace possible à l'avenir. Maintenant, j'ai des questions. Est-ce que Joe Cronin et notamment la propriétaire Jody Allen, avec qui il y a eu quand même des
il y a eu pas mal de problèmes avec elle, de savoir est-ce qu'elle était vraiment engagée dans la construction de cette équipe, est-ce qu'elle voulait vraiment investir dans cette équipe. Cette question se posait énormément. Toi, tu vois ça comment dans la construction de cette équipe à l'instant T? On est dans une position un peu compliquée parce que on a en effet beaucoup de joueurs. On sait qu'on pourra pas tous les garder. Il faudra faire des choix. Il faudra faire des bons choix de trade notamment et de re-signature. Je pense qu'il faut aussi, pour l'instant, voir très court terme et voir si ce qu'on a fait depuis le mois de janvier, on saura le faire jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Il y a aussi ça. Est-ce que c'est pas une petite envolée l'une des clés principales pour laquelle en ce moment, si on joue bien, c'est qu'on est bon à 3 points. On fait partie, je crois, du premier tiers des équipes à 3 points depuis le mois de janvier, ce qui n'était pas notre fort auparavant. Est-ce que on va redescendre un petit peu ou pas? On verra. Donc d'abord finir la saison, voir comment on l'a fini, si on arrive à maintenir ce niveau-là ou pas. Puis après, il faudra voir aussi la question play-in ou pas play-in. Ou est-ce qu'on essaye un peu de lâcher des matchs pour la draft et tout ça. Donc déjà, il y a des problématiques de court terme. À moyen terme, il est évident que des Ayton, des Tibull, des Avidja et pourquoi pas des Jeremy Grant vont faire partie des pièces qu'on va utiliser pour faire des trades. Ça, je pense que ce sont les 4 principaux joueurs qui, tôt ou tard, seront tradés pour développer un peu plus l'équipe. Et ensuite, dans l'ossature lourde, moi, je rajouterais aussi Donovan Clegan, qui fait partie de l'avenir de l'équipe et qui est aussi très très intéressant. Il est encore très très jeune, bien sûr, il n'a que 20 ans, mais il a des petits éclairs de génie, il a du potentiel. Voilà, il est encore très loin d'être imparfait, mais c'est sûr que Clegan, Anderson et Toumara sont les 3 quasi sûrs, je pense, de faire partie de l'ossature lourde. Après, il y a le débat Sharp-Simmons. Est-ce qu'on garde les deux? Est-ce qu'on en garde un des deux? Parce qu'à un moment donné, les deux Bah, plus la Anderson, question, ça fait est-ce du que c'est monde. pas plus, est-ce que la question c'est pas plus entre Simmons et Scoot Anderson? Ouais, alors après, alors oui, et en même temps, l'un des meilleurs 5, c'est quand les deux sont sur le terrain. Donc ça peut être aussi une option. Et ça faudra voir. Ou alors est-ce qu'on essaie de continuer à garder les 3, mais du coup, comme on a Toumara, t'en mets en 6e homme. Est-ce que ça va? Toumani Camara, tu veux dire? Oui, pardon, D'accord. Toumani Camara. Est-ce que du coup, c'est compliqué de garder les 3. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué, ça a coûté cher. Puis du coup, t'en sacrifier un petit peu entre guillemets en le mettant sur le banc, c'est surprenant. Mais oui, il y aura à un moment donné le choix. Il y aura un choix à faire, c'est pas évident. Ça dépendra aussi. On a encore un petit peu le temps aussi. Ils vont pas tous partir non plus. Donc on a le temps. Scott Anderson, on sait qu'on va le garder un petit moment. Shannon Sharp, on peut encore voir jusqu'en l'année prochaine le garder et tout. Donc mais c'est sûr qu'on a des décisions très importantes à prendre parce qu'elles vont garantir notre avenir aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de DeAndre Ayton et surtout contre quoi on peut éventuellement le trader pour apporter de la jeunesse, etc. Donc voilà, il faudra voir aussi ce qu'on nous propose. Jeremy Grant, très clairement, on sait qu'il intéresse des joueurs. Sharp aussi, on sait que Des équipes? des équipes, pardon, on sait qu'il intéresse aussi des équipes. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on va dire? Ouais, il y a plein d'interrogations parce qu'on a un tournant où, alors on est encore très très loin. Faut pas non plus s'emballer. Hein, pour l'instant, on n'est même pas en play-in. Donc la fenêtre de Ah, mais tir. vous êtes pas loin Ouais. et le fait est que vous n'avez pas votre pic de draft Non, en plus cette de année, 2025. Vous n'avez pas le premier tour, le non. premier pic. Donc, quelque part, c'est pas déconnant d'essayer de cravacher et de surfer cette vague si possible pour aller chercher éventuellement euh, au moins un premier affrontement en play-in. On va dire avoir un petit goût, donner un petit Ouais. goût aux jeunes joueurs de ce que à quoi ressemble une ambiance un peu play-off et ainsi de suite. Moi, je trouve ça pas mal Ouais. personnellement si c'est possible. Et au-delà, je dirais bon, parce qu'on va faire un petit tour en play, on va vite se faire éliminer. Je suis pas sûr qu'on aille vraiment en playoff, donc on n'aura pas vraiment le goût playoff. Mais au-delà de ça, aller en play pourrait permettre de conserver la dynamique. Parce que c'est ça aussi qu'on manquait depuis plusieurs saisons, une dynamique de la gagne. On n'avait pas Mais ça. exactement. Et ça, c'est positif avec un groupe extrêmement jeune. Hein, on a 22-23 ans de moyenne. C'est rien du tout. Je crois qu'on est la deuxième plus jeune. Donc, donner de la dynamique, donner de l'ambition à ces gamins, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire.
Ouais, puis pour l'image de la franchise sur le marché des agents libres, par exemple, Complètement. tu vois, réussir en étant la deuxième équipe la plus jeune de la ligue à accrocher le play-in, c'est un vrai message que t'envoies pour la suite. À l'Ouest. Ouais, à l'Ouest. En plus, ce qui est pas évident. Après, le truc aussi, c'est que tu as parlé de Jody Allen. Elle va pas faire péter le budget, hein, on le sait très bien. La taxe salary cap, tout ça, on sait très bien que là-dessus, elle le mettra pas, hein. J'ai bien l'impression, ouais. Oui, et puis de toute façon, techniquement parlant, alors je fais très vite, hein, mais techniquement parlant, la franchise est à vendre, hein, parce Ouais. que son oncle est mort et son oncle, dans son testament, je fais vraiment très vite, a dit tout ce que j'ai, vous le vendez et l'argent, vous le mettez dans ma fondation. Donc ils ont vendu ses appartements, ses sous-marins. Oui, il avait des sous-marins. Et alors, pourquoi pas, hein, Chacun son hobby. chacun ses hobbies, mais bref, ils ont tout vendu et parmi son patrimoine, il y a la franchise. Donc techniquement, ils sont plus ou moins censés la vendre. Après, rien ne les oblige au niveau timing, mais elle a cette ambition en tête de la vendre. Et c'est une très très redoutable, très intelligente femme d'affaires. C'est pas juste la nièce, c'est une vraie femme d'affaires. Donc elle la vendra au meilleur prix, mais donc elle fera en sorte qu'il n'y ait pas trop de taxes pour faire peur à des éventuels repreneurs. Mais la franchise est... Après, l'achat de franchises sportives aux États-Unis, c'est un business florissant. à Enfin, part, exactement. c'est un truc qui marche extrêmement bien alors qu'il est. Donc, pour plein de raisons, d'ailleurs, fiscales notamment. Et ça intéresse énormément de gens. Donc, faut voir. Mais elle fera en sorte que la situation sportico-financière soit Oui, clean voilà. et propre. Donc, Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec Portland, c'est que cette espèce de truc complètement inattendu qui arrive. Et, ah oui, ça c'est et si inattendu. on commence à parler d'ambition, tout d'un coup, tu te confrontes à ça, à toutes ces questions-là, en fait. Que veut le propriétaire? Quelle est la marge de manœuvre du general manager qui a pas fait que des mauvais choix, mais qui est clairement dans une espèce de reconstruction un peu floue depuis le départ de Damian Lillard. Là, les pics de draft ne sont pas là en 2025, donc c'est pas immédiatement qu'il va falloir prendre ces décisions-là. Comme tu dis, il y a le processus de la vente. Faut espérer que pour l'équipe, ça se passe le plus rapidement possible, et pour les fans surtout, parce que quand tu es fan et que tu as envie de voir ton équipe avancer, ben, être dans la situation dans laquelle se retrouve la franchise aujourd'hui, bah ça freine un peu, alors que là, tout d'un coup, tu as un potentiel, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du fait de lancer cette dynamique de victoire. J'ai pas pu m'empêcher de penser, quand je regardais un petit peu cette équipe de Portland, ça m'a fait un peu penser à l'équipe des Rockets là, à la fin de la saison dernière, qui termine la saison sur une vraie bonne dynamique avant que ça s'éteigne un petit peu sur la fin. Et c'est, pour moi, c'est exactement ça que doit viser Portland. Effectivement, play-in ou pas play-in, tu te dois pour les jeunes qui sont dans cet effectif, tu te dois d'essayer d'être le plus compétitif possible et d'essayer de continuer cette vague de victoires qui est vraiment, franchement, cette équipe, elle est vraiment épatante, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ah si si si. Bah, alors déjà c'est vrai que c'est une surprise. Honnêtement, on s'attendait, enfin n'importe quel fan des Blazers s'attendait pas à avoir cette saison-là, hein. On sortait de plusieurs saisons assez inquiétantes. On va pas se mentir, on avait beaucoup d'incertitudes au Scoot Anderson et il y en a encore, hein, le problème Scoot Anderson, et parce que ça reste encore un petit problème, n'est pas encore totalement dissipé. Il y a du progrès dans certains secteurs, mais ça reste problématique dans d'autres. Mais il y a du mieux. Mais on a encore du mal à... C'est un joueur dont on ne sait pas trop ce qui va devenir. Moi, je penche de plus en plus à une carrière à la Oladipo, au sens, alors pas forcément en termes de niveau, mais au sens qui va... Avec ou sans blessure, on l'a dit Ah pas. ouais, je suis sans blessure. Hein. Alors, j'espère sans Ouais, blessure, moi aussi. mais c'était plutôt au sens éclore tardivement, parce que finalement, Oladipo a mis du temps pour vraiment éclore, et je pense que ça va peut-être ça du côté de Scott Anderson. En tout cas, je me le souhaite en tant que fan, mais voilà, mais il faudra voir. Et puis il y a aussi Donovan Clegan. Ce mec-là a quelque chose vraiment. Il peut être très très intéressant. Il a encore brut de décoffrage. Offensivement, il faut qu'il se trouve des gestes, de la technique, mais bon, il est très très jeune, mais il a une énergie, il a quelque chose de... Faut qu'il devienne une menace en fait, parce que pour l'instant, il n'est pas du tout une menace offensive, mais parce qu'hormis dépasse l'obé, il sait rien faire d'autre. Mais voilà, mais tous ces petits joueurs-là, s'ils prennent un déclic et si ça se maintient, ça peut être intéressant, quoi.
Et puis, il faut que Chandler Sharp fasse le concours de dunk l'année prochaine, au Star Game. Ça, c'est indispensable. Là, quand on voit la patate qu'il a mis le dunk la semaine dernière. Ah non, mais c'est absolument fou. D'ailleurs, Charlie, toi, quand tu regardes cet effectif des Blazers, dis-moi un petit peu, voilà, quel genre de talent, parce que tout à l'heure, c'est ce que je disais, autour de qui tu peux construire. Toi, t'as quelle opinion sur les joueurs que devraient favoriser justement les Blazers dans l'optique qui est une construction normale qui suit son cours normalement, quoi. Je pense que déjà le plus important avant d'identifier ces profils-là, c'est d'identifier le mec que tu veux avoir sur le banc pour les années à venir, parce que déjà l'identité qu'il va vouloir donner à cette équipe, ça aura une influence extrêmement importante sur les profils que tu vas vouloir conserver. Écoute, moi j'avoue que pour moi, Anthony Simons, c'est un joueur qui va être amené à être tradé assez rapidement, parce que je trouve que c'est peut-être lui et Jeremy Grant qui ont la cote la plus intéressante sur le marché et qui sont les plus facilement bougeables. Enfin, si tu décides de miser sur le tandem Henderson-Sharp, moi ça me semblerait plutôt logique. Je suis pas un très grand fan de DeAndre Ayton personnellement, donc je suis plutôt content de voir que Flo compte sur Donovan Clegan et qu'il croit beaucoup en lui. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas assez, je connais pas assez bien cet effectif pour te dire il faut miser sur ces joueurs-là. Moi, effectivement, j'ai un peu tendance à croire que, enfin, ce que j'ai vu d'eux en 2025, vu la jeunesse de l'effectif, je trouve que c'est quand même vachement intriguant et je pense qu'il y a beaucoup de marge pour s'améliorer avec un meilleur coach offensif. Parce que moi, pour le coup, offensivement, Chauncey Billups, je suis vraiment pas impressionné par ce qu'il met en place, quoi. Je vois pas de système où je me dis ah bah là les qualités des joueurs sont bien utilisées. Les rotations, c'est pareil. De temps en temps, je me demande un peu ce que foutent certaines line-up sur le parquet. Bon, c'est aussi pour ça que pour moi la question la plus importante pour entamer l'étape, enfin l'étage suivant de la reconstruction, c'est d'identifier qui sera sur le banc pour les prochaines saisons. Ouais, complètement, ouais. D'ailleurs, Toumani Camara, c'est très intéressant parce que c'est un second pick de draft. Il était pris c'est le 52e choix de la draft précédente. Et aujourd'hui, son évolution, elle est folle. Elle est vraiment folle. Maintenant, il a 24 ans. C'est un joueur qui a 24 ans. Donc, c'est pas non plus un tout jeune. Je sais pas exactement ce qu'il peut devenir comme joueur à ce moment de son évolution. Là, aujourd'hui, pour moi, ça devient clairement, s'il continue sur cette lancée, ça peut clairement devenir une troisième option. S'il n'est pas trop gourmand en termes salarial, ça peut devenir une troisième option tout à fait raisonnable, on va dire, dans un effectif, si tu arrives à identifier 2 joueurs au-dessus de lui qui sont capables de porter l'équipe, quoi. Mais c'est typiquement le genre de joueur qui, pour moi, toutes les équipes devraient avoir un joueur comme ça, capable de défendre sur tous les postes, qui n'a pas besoin d'avoir le ballon dans ses mains, qui n'a pas besoin d'avoir des actions créées pour lui ni quoi que ce soit. Voilà, c'est le joueur qui comble les failles, qui va, comment dire, créer le chaos dans l'attaque adverse, qui va déstabiliser les équipes adverses. C'est typiquement le genre de pépite que tu dois avoir, quoi. Une petite saison à la Jalen Suggs l'année prochaine et on est bien, quoi. Ouais, sans les blessures. Ouais, voilà, ouais. On va en parler de Jalen Suggs. Oui, vas-y, Flo, le mot de la fin sur les Blazers. Alors, brièvement, alors d'abord, un petit exemple de l'intelligence de Billups, c'est qu'on est l'équipe qui, depuis le mois de janvier, tirons le plus à l'arceau. Et accessoirement, on est l'avant-dernière plus maladroite sous l'arceau. Donc, donc c'est-à-dire qu'on a quand même un coach qui dit allez-y, tirez à fond, là on n'est pas bon. Mais après, le petit problème, je vais mettre quand même un petit bémol, c'est que ce soit Scoot Anderson, Simons ou Sharp, est-ce que l'un des trois est un vrai franchise player? J'ai quand même beaucoup de... En fait, ce sont sans doute des très bons lieutenants. Je suis pas sûr que l'un des trois peut vraiment être l'avenir d'une franchise. Je suis absolument d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, alors peut-être que mon avis, peut-être que j'aurais absolument tort sur cette histoire. Alors, Shaedon Sharp, pour le coup, j'ai hâte de voir ça. Il a quel âge, Shaedon Sharp? Il a quel âge, ce type? Il a 21 ans. C'est un gamin. 21 ans. Donc, je pense que Shaedon Sharp, pour le coup, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à attendre. Clingan, pareil.
je pense tu peux être patient avec lui et voir s'il y a quelque chose à. Mais bon, là j'ai un peu plus de doutes pour le coup. Camara, pourquoi j'adore ce genre de profil, malgré son âge et malgré les potentielles limites de son évolution. C'est-à-dire que c'est clairement pas un franchise player pour le coup. Enfin, selon moi. Après, peut-être qu'il va en devenir un, j'en sais rien. Ce joueur est tellement impressionnant qu'on ne sait pas. Mais un mec comme Camara, pour moi, est indispensable dans la construction de l'identité de ton équipe. Et je trouve que le fait que Portland, aujourd'hui, ait réussi à sortir du fin fond de la conférence Ouest sur la base d'une identité défensive, je ne m'attendais pas à ça avec justement des mecs, avec des gamins comme Shaedon Sharpe, avec Simmons, qui est pas du tout un défenseur élite dans cette ligue. Il y a des profils qui sont pas évidents en termes de où tu les regardes et tu dis ah cette équipe va être élite défensivement. Et pourtant là en ce moment c'est comme ça qu'ils arrivent à s'en sortir et c'est ça qui m'impressionne le plus. Et je trouve que Camara c'est typiquement le genre de joueur qui te construit une identité. Et ta comparaison, ton parallèle, Charlie, avec Jalen Suggs est parfait dans ce sens-là. Parce que Jalen Suggs à Orlando, c'est exactement ce qu'il permet de construire dans une équipe. Tu as des talents évidents, Banchero, Wagner, ça c'est clair et net que c'est ces gars-là qui portent la franchise, mais ton identité, le cœur battant sur le terrain, c'est ces gars-là en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Charlie. Bah oui, bien sûr, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors après, sur le potentiel de Scoot Henderson et de Shaedon Sharpe à devenir des franchise players, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ils ont que 20 et 21 ans, donc ouais. il faut qu'on attende encore un peu avant d'être fixé. Et cette équipe, enfin cette franchise a le loisir d'attendre encore un peu. Ils ont absolument aucune pression. Il y a aucun problème de ce point de vue-là. Bon. Après, ton franchise player, tu peux aussi mettre la main dessus dans les années qui viennent, tu vois, en identifiant le bon profil, en montant le bon trade, ou même en ayant le bon choix de draft, tu vois, si tu arrives à monter à la draft ou alors à trouver le profil qui est un peu passé sous les radars des autres franchises. C'est encore un peu tôt, je pense, pour identifier quel est le franchise player. En fait, pour moi, aujourd'hui, c'est plus important d'identifier quels seront les vétérans qui vont permettre à ces jeunes de progresser et d'atteindre leur potentiel. Et c'est après que tu trouveras éventuellement le joueur qui sera ta première option. Ouais, complètement. Ouais. Je vais vous proposer de participer à un petit jeu désormais, les pires super teams de l'histoire récente de la NBA. Alors, je vais vous faire des propositions d'équipes, d'accord ? Je sais que vous n'allez pas être d'accord avec toutes mes sélections, puisqu'on en a parlé en off. Et je sais déjà la réaction que je vais avoir de la part de certains. Je ne citerai pas de nom. Et donc, je vais vous demander de me faire un classement de la pire super team à la moins pire. Donc, la pire galère, quoi. Et après, on descend. D'accord ? Donc, je vais vous exposer un petit peu les 5 équipes. Et après, vous allez me dire votre classement. OK ? Donc, classement de 1 à 5. Donc, du pire au moins pire. Du moins pire au pire. On va plutôt faire ça comme ça. Du moins pire au pire. D'accord ? J'espère que vous avez des crayons parce qu'il va falloir prendre des notes, les gars. Il va falloir m'aider. Donc, dans la sélection, j'ai mis les Suns 2025. Énorme salary cap. Ils explosent tous les chiffres. Ils sont partis pour avoir une punition absolument historique en termes de dépassement, en termes de pénalité. Pour les déplacements, il y a 220 millions de dollars garantis jusqu'en 2028 pour Devin Booker. On sait déjà qu'il va pas quitter l'équipe. Hein. Il a été estampillé joueur absolument intouchable. Kevin Durant va probablement se barrer cet été. Ça devient de plus en plus clair. Ils sont hors play-in pour le moment, ce qui serait un accident industriel absolument colossal. Bradley Beal est sur le payroll jusqu'en 2027 avec une option joueur à 57 millions et il a une clause de non-transfert, bien évidemment, tout le monde le sait à l'heure qu'il est. Je vous propose également les Sixers 2025 qui ont 227 millions de dollars garantis pour Joel Embiid jusqu'en 2028 avec une option pour la saison 2029, une option joueur bien évidemment, près de 150 millions de dollars garantis pour Paul George jusqu'en 2028 et une dernière année sur une option joueur.
et 203,8 millions pour Tyrese Maxey jusqu'en 2029. Ça, c'est peut-être le contrat le plus sympa de l'histoire. On a l'impression que ça se dirige vers la loterie, hein, c'est quasiment certain. Il y a surtout un énorme point d'interrogation sur la santé de Joel Embiid à l'avenir, parce que là, ils sont en train d'étudier la possibilité de faire une opération à son genou, sans savoir à quoi ça va ressembler, parce que c'est toujours c'est un genou qui a déjà été multi-opéré. Donc là, il y a un gros doute sur sa capacité à revenir. On est potentiellement face à un cas Yao Ming bis côté Sixers. Et donc, c'est ce que je disais tout de suite. Jusqu'en 2028-2029, les Sixers, vu que les salaires sont garantis, ça va être dur de sortir de cette histoire. Je vous propose également, pour troisième équipe, les Nets de 2021, le fameux trio Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, qui ont très peu joué ensemble. Et après, ça a totalement explosé. La seule fois où ils ont joué un petit peu, où c'était un peu prometteur, c'était pendant les playoffs 2021. Et puis, c'est Kyrie Irving qui se fait la cheville, James Harden qui finit sur une jambe dans la série face aux Bucks. Et cette défaite contre Milwaukee, malgré un Kevin Durant absolument exceptionnel. Voilà, on s'en souvient tous. Et puis après, tout le bordel avec le vaccin, le Covid, toute cette foire dont on a parlé et reparlé dans ce podcast. On s'était bien amusé, c'était la belle époque. Je vous propose également les Clippers de 2023, depuis la fin, qui, après la réunion de Paul George et Kawhi Leonard en 2019, tout le monde pensait, on l'a dit et redit également, que ça allait aller potentiellement au titre, cette histoire. Et puis finalement, ils n'ont fait qu'une seule finale de conférence pendant leur association. Kawhi et Paul George ont plus alterné leur siège à l'infirmerie que sur le terrain. Voilà, blessure à répétition, jamais au rendez-vous. Et je vous propose également les Lakers de 2021-2022 avec la recrue de Russell Westbrook aux côtés de James et de Anthony Davis. Il y avait également Carmelo Anthony qui était dans cette équipe, Rajon Rondo qui était dans cette équipe. On nous avait vendu cette équipe comme l'équipe, une des favorites, selon les bookmakers, tout du moins, même si certains pensent que c'était pas le cas. Voilà. Je vous laisse faire vos classements, je vous laisse un peu de réfléchir. Je commence par Florent. Florent, tu es prêt à me dire ton classement ou pas? Alors, tu veux que je mette en premier du moins pire au pire. Du moins pire au pire. Et un petit argument pour chaque choix. Je dirais que les Clippers, de toutes, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux dans tout ça. Clippers, oui, parce que finalement, c'est pas de bol, quoi. C'est pas de bol, c'est les blessures. Ouais, et puis tu fais le meilleur résultat de l'histoire de ta franchise quand même avec cette équipe. Ouais, c'est ça. Et puis. C'est quoi la finale de conférence? C'est 2022, je crois. C'est là qu'ils perdent contre Dallas et Kawhi est blessé. Je crois que c'est ça l'histoire. Ouais, c'est ça. Ils vont quand même loin. C'est un pari risqué, mais finalement, encore aujourd'hui, c'est une équipe qui tient la route. Ils ont réussi, en plus, ils sont pas trop coincés. Ils ont réussi à faire partir Paul George ensuite. Donc, l'avenir n'est pas non plus si sombre que ça. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les équipes qu'on va citer. Donc, ouais, je trouve que quand même, sportivement, ça a tenu. On connaissait les limites. Les limites, c'était les blessures. Elles ont eu lieu. Mais bon, quand ils étaient tous ensemble, ça fonctionnait bien. Ok. La quatrième moins pire. Les Lakers, hein. Ok. 2021. Alors c'était compliqué parce qu'en plus ils gagnent le titre et puis l'année d'après ils changent toute l'équipe. Là je dirais qu'en plus moi j'y croyais pas trop à ce projet-là, donc le fait que ça n'ait pas non plus le succès attendu pour beaucoup. Toi, t'as pas été surpris par le fait que ça prenne pas en fait? Non, 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 parce que ils ont beaucoup bénéficié aussi de la hype de l'équipe précédente qui avait gagné le titre, mais c'était plus du tout la même et c'était en plus plus la même. L'équipe qui avait gagné le titre, c'était une équipe où il y avait 2 stars et beaucoup de role players. Et là, ils ont décidé de tout changer et de supprimer un peu les role players pour mettre des stars avec Westbrook et compagnie. Melo qui était quand même alors je sais bien que c'est un ancien des Blazers aussi, mais bon, c'était plus le Melo, voilà, il était loin de ce qu'il était. Westbrook n'était pas non plus, il sortait d'une saison délicate à Washington,
Donc, et puis il était Il était en triple-double à Washington, Westbrook. Ouais, enfin, il y avait. Il est arrivé en grande pompe aux Lakers. Oui, Mais après. Bradley Beal passait pour un bon joueur à Washington, ça suffit. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il était tout seul. Alors, il faut les faire quand même. D'accord, Hein. Je vais pas dénigrer. mais n'empêche. Mais n'empêche. Mais ouais, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, ils sont passés d'une équipe où c'était des role players et deux stars à une équipe où il y avait beaucoup de stars. Et finalement, c'était pas la bonne recette puisque c'est pas comme ça qu'ils ont gagné. Donc voilà. Ensuite, je te mettrai les Sixers Ok. 2025. Parce que là, le problème, c'est qu'ils ont eu quand même énormément de pépins de blessures. Notamment celle de Embiid, bien entendu. Ça aurait peut-être pu marcher sinon sans cela. Et puis en dernier, je mettrai les Suns de 2025. Non, il y a les Nets aussi, les Nets Ah, les Nets. 2021. Mais les Nets de Qui prend 2020. la première place entre les Nets et les Suns alors, selon toi? Alors pour moi, c'est les Suns. Mais les Nets de 2021, le problème, c'est qu'on les a jamais vus jouer. Et c'est pour ça que je vais mettre les Suns de 2025, parce que les Suns de 2025, les autres équipes, on a quasiment tout le temps parlé de blessures. Les Suns de 2025, on peut même pas tant que ça parler que ça. Ils ont quand même pas, ils ont pas eu tant que ça de blessures. Et puis surtout de toutes, c'est celle qui fait péter le. Si tu fais le ratio dollar match gagné, Ouais, les Suns exposent quand même tout le truc, sans compter que complètement. si tu penses à 2026-2027, de toutes les équipes qu'on a citées, alors forcément, les Lakers de 2021, on va pas en parler, mais si tu prends par exemple le cas des Sixers, entre les Sixers et les Suns, moi je suis plus inquiet pour l'avenir des Suns. Déjà parce que de toutes les équipes qu'on a citées, c'est quand même la seule qui a un joueur avec une trade clause, ce qui fout quand même énormément de bâtons dans les roues si tu veux le trader. Parce que demain, les Sixers, ils veulent trader Embiid en étant caricatural, ils y arriveront. Bradley Beal, s'ils veulent, ils peuvent pas, sans son accord. Donc c'est hyper problématique. Donc pour moi, c'est le pire projet de tous. Parce que sportivement, ça ne fonctionne plus. Ils en ont d'ailleurs, on le voit bien défensivement depuis quelques semaines, là c'est catastrophique. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et en plus, ils ont une luxury tax qui est affolante. De tous les projets que tu m'as cités, pour moi, je trouve que c'est celui qui est le plus périclité. Hein. Oui, et surtout que ce qui est assez affolant avec les Suns, c'est qu'il y avait l'expérience des années passées, des super teams passées, où on avait à peu près compris du pourquoi, du comment ça foirait. Il y avait cette nouvelle convention collective qui te disait attention, si vous essayez d'accumuler les stars, vous allez vous en prendre plein les dents. Et Matisse Bia, le nouveau proprio des Suns, a dit j'en ai rien à péter, je vais le faire quand même. Et il allait prendre 3 joueurs en plus. Pareil, ça c'est un truc que j'ai dit et redit dans ce podcast, aux compétences qui sont absolument les mêmes. Enfin, c'est extrêmement redondant, il n'y a pas de complémentarité. Enfin, elle a été montée avec les pieds, cette équipe, sans réflexion sportive. C'était vraiment, t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo, sans aucune réflexion sur la complémentarité des joueurs sur le terrain et ce qu'ils sont capables de, de, de de faire corps, quoi, de faire équipe. Et on voit bien le résultat. Charlie, c'est quoi ton classement à toi? Alors déjà, pour moi, il y a deux paquets différents. Il y a les équipes, les super teams qui ont été montées avant la nouvelle convention collective et celles qui l'ont été après. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Forcément, celles qui l'ont été après vont être les plus, les pires, quoi, parce que ça Oui. n'a aucun sens de faire ça. Donc, moi, j'ai sensiblement le même ordre. J'ai d'abord les Clippers, parce que la finale de conférence quand même. Ensuite, j'ai les Lakers. Non, j'ai d'abord les Nets. Moi, je vais accepter le fait qu'on mette les Lakers dans des super teams. Moi, en fait, pour dévoiler les coulisses de l'émission, moi, j'ai du mal avec cette appellation-là pour cette équipe parce que pour moi, le Westbrook qui déboule aux Lakers, c'est pas forcément une superstar et surtout, c'est un joueur dont je pense beaucoup voit le manque total de compatibilité avec LeBron et le fait que ça va pas fonctionner. Allez, je vais mettre d'abord Clippers, ensuite les Nets parce qu'effectivement, les Nets, le problème, c'est qu'on a très peu pu l'avoir cette équipe. En troisième, donc les Lakers, parce que ça n'avait aucun sens en fait de ramener Westbrook et de mettre fin à effectivement cette équipe avec beaucoup de joueurs de backcourt qui étaient des cols bleus, des free and D, enfin vraiment des joueurs dont le profil avait du sens à côté de LeBron. Donc ensuite, il reste les Sixers et les Suns de cette année. Je pense que le pire projet, c'est Phoenix. Mais je pense que potentiellement Philadelphie est dans une situation encore plus compliquée à mes yeux. Parce que moi je suis pas d'accord, je pense que Bradley Beal, même avec une no trade clause aujourd'hui, il est plus facile à trader qu'un Joel Embiid dont en fonction du dossier médical, on pourrait ne plus jamais revoir le Joel Embiid qu'on connaît en fait. En fait, je pense que même un joueur avec une no trade clause
potentiellement, tu vas peut-être galérer à le trader, tu vas peut-être mettre des mois à le trader, mais tu vas finir par réussir à le trader. Joel Embiid, si demain c'est un joueur qui est, comme on a pu le voir cette saison, physiquement plus du tout capable d'assurer, vu l'ampleur de son contrat, moi j'ai peur que ça soit j'ai peur que ça soit encore plus compliqué. Et Paul George, j'en parle même pas. Paul George, son contrat à son âge, c'est extrêmement difficile de le trader. En fait, aujourd'hui, si demain Phoenix et Philadelphie se disent bon ok, on a fait n'importe quoi, on va repartir en reconstruisant autour du joueur autour duquel c'est le plus logique de reconstruire, donc autour de Devin Booker pour Phoenix et autour de Tyrese Maxey pour Philadelphie, bah, je pense que tu trouves plus facilement une issue pour Kevin Durant et Bradley Beal que pour Embiid et Paul George. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Parce que Joel Embiid, comme tu le dis, et ça c'est l'inconnu c'est l'inconnu pour le moment, c'est son état physique et quelle solution médicale ils vont réussir à trouver pour faire en sorte qu'il puisse rejouer. Et ça, manifestement, ça a l'air extrêmement compliqué pour le coup. Si tu regardes, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai lu pas mal d'articles sur la question de médecins, de chirurgiens qui expliquent un petit peu quel est le problème dans la structure de la blessure d'Embiid. Et si jamais parce qu'il faut bien imaginer que là, il reste 6 mois. Si jamais il est opéré là, il lui restera 6 mois avant de débuter la saison prochaine. Ce qui est très peu, en fait. Et il y en a qui sont déjà en train de dire, parmi les options retenues, c'est potentiellement, on va le fermer 1 an et demi. C'est-à-dire ce qui reste de la saison là et la saison prochaine, en entier. Et il rejouera que après. Donc à 32 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et le problème, en fait, des Sixers, l'énorme problème qui se pose chez eux, c'est le fait que l'argent soit garanti. L'argent de ces contrats-là est garanti. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, faudra payer, quoi. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle, dans l'état financier de la Ligue et comment la convention collective est construite, c'est très compliqué de s'engager sur un tel montant garanti et sur cette durée pour l'instant, parce que là, on est sur une durée qui est quand même qui est encore relativement longue. Bah c'est clair, en 2027-2028, Embiid et Paul George, c'est 120 millions en cumulé. Voilà, donc tu vas même pas trouver d'équipe qui va dire vas-y, je te prends tes contrats à la con là, moi je vide, comme ça je sais que je vais vider du salaire et il y a pas de souci, je m'en débarrasse après moi je pars sur des finances complètement saines quoi. C'est 65% du cap à eux deux. Ouais, et ça, effectivement, Charles, je suis d'accord avec toi, parce que Kevin Durant, je pense que cet été, tu peux trouver un preneur, bien que, de ce que je vois dans les scénarios qui sont proposés, une équipe qui va vouloir se prendre Kevin Durant, va falloir filer des pics de draft, des jeunes talents, le sacrifice, il est entier, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut faire ce transfert, et faut être un peu, pas désespéré, mais se dire, bon, l'année prochaine, on veut gagner le titre, quoi. Clairement. C'est-à-dire que les profils comme ça aujourd'hui en NBA, il n'y en a pas énormément, je pense. Et comme tu l'as très bien dit, Bradley Beal, ça reste un joueur qui, à partir du moment où avec lui tu trouves un accord sur quelle destination il veut aller, alors il va te faire suer jusqu'au bout. C'est lui qui va dicter la prochaine destination. C'est lui qui a la main mise sur qu'est-ce que tu peux vraiment faire et avec qui tu vas dealer, mais tu peux dealer, c'est possible. Si tu te mets d'accord avec lui, tu lui dis voilà, on veut plus de toi ici, dis-nous où tu veux aller, et après tu deals avec l'équipe et tu récupères ce que tu peux récupérer. À la limite, si vraiment tu as envie de t'en débarrasser, tu peux quoi. Et effectivement, Booker, c'est le mec autour de qui il faut reconstruire. Donc c'est vrai que je serais plutôt d'accord avec le choix de Charlie. Les Sixers me semblent être vraiment dans une situation craignos, quoi. Et je peux comprendre si certains auditeurs nous écoutent en disant ouais, mais c'est pas vraiment une super team. Quand tu vois les salaires entre Embiid, Paul George et Tyrese Maxey, qui aujourd'hui est payé clairement comme une star entre guillemets. Enfin, je veux dire, il fait partie des joueurs qui sont très très bien payés dans cette ligue et il devrait être considéré comme une star par les fans des Sixers, puisque je pense que c'est l'avenir de ce club. Cette équipe, elle est dans une situation vraiment, vraiment compliquée. Flo.
Ouais, c'est sûr. J'étais en train de penser à l'équipe qui allait récupérer Gershon Yabusele, mais c'est pas tout à fait le sujet. Mais j'étais en train de me dire, On en reparlera, ça. c'est, J'espère qu'il va aller dans un truc qui est sympa. Les Lakers. ouais. Mais Arrête, toi, là-bas, là. Ça va, les Lakers, hein? 2 secondes, laissez-nous respirer un petit peu. si le Laissez les Lakers, autres équipes. si le Lakers, il peut pas dunker sur les LeBron James, c'est pas possible. Voilà. C'est vrai que ce ce qu'on serait aime voir. dommage, c'est vrai. On aime voir Gershon qui dunk sur LeBron. C'est ça qu'on veut Donc voir. non, C'est pas je suis possible. contre ce projet. Désolé. Mais oui, bah c'est sûr qu'à 3, ils font un sacré paquet de pourcentage. Ouais, non mais je vous comprends, hein, vous m'avez même plus ou moins convaincu sur cette histoire, mais écoutez, Paul George a arrêté les podcasts quand même, donc logiquement il devrait être en meilleure forme sur le parquet, hein, c'est pas négligeable. Mais c'est sûr que ouais, en plus ce sont des équipes qui au niveau tour de draft n'ont pas non plus grand chose à espérer cet été, donc ça va pas non plus les aider. Ouais, parce que si t'es les Sixers, en fait, t'es jamais en position de force. Même si, admettons, t'arrives à trouver un preneur pour Joel Embiid, une équipe va jamais te dire, tiens, je vais te filer 5 premiers pics de draft parce qu'on sait que ton joueur, il est pas bien et voilà. Bah, en fonction des nouvelles médicales d'Embiid, Ouais, c'est ça même les dépendra. Sixers qui vont peut-être devoir donner des pics de draft, en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que très, très potentiellement, et tu peux même avoir Tyrese Maxey qui, au bout d'un moment, dit, écoutez, les gars, faites-moi partir, je veux plus être ici, quoi. Oui, parce qu'au moins l'avantage de Ce serait le Phoenix, pire c'est que qu'aujourd'hui tout. on sait que Booker, ça ne le dérange pas de rester en fait. D'après les derniers Exactement. insights qu'on a eu, Devin Booker, il est tout à fait prêt à rester. Alors après, moi, si j'ai un doute sur Phoenix, un truc qui m'inquiète un peu, moi, c'est la Ouais. personnalité de Matisse Bia. Ouais, Je complètement. suis désolé, mais Complètement. quand t'écoutes les interviews de Matisse Bia où le mec il arrive de nulle part, où il donne des leçons à tout le monde, il t'explique qu'il suffit de payer C'est des taxes clair. pour aller gagner le titre et que franchement tous les autres sont vraiment des blaireaux de pas l'avoir fait. Mais mec, tu vois, ça m'inquiète un peu pour la suite, j'avoue. Ah, il est génial, le mec. Il se remet absolument pas en question. Mm. Il est là, mordicus, j'ai raison sur toute la ligne, c'est les autres qui ont tort. Et ça, je trouve ça effectivement inquiétant si t'es fan des Suns. Parce que même si t'arrives à dealer KD à l'intersaison, même si t'arrives à récupérer quelques trucs pour Bradley Beal, ça change pas le fait que ton propriétaire est quand même problématique dans sa vision qu'il a d'une construction d'équipe. Clairement. C'est clair que si c'est pour refaire les mêmes bêtises mais avec d'autres joueurs, ça changera C'est pas. ça, ouais. Et c'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir une notion de recul très développée. Et c'est le problème, c'est que vous avez des gens qui font des erreurs et qui peuvent les reconnaître et éventuellement les réparer. Il y a rien de pire qu'un GM ou un proprio qui fait des conneries et qui est persuadé d'avoir raison, parce Bah, que un GM, à la limite, c'est son taf, Flo, c'est ton taf. Il est payé pour ça. Et là, tu peux virer un GM n'importe quand. Un proprio, tu peux pas le virer. Ton proprio, s'il est. ah oui, En ça fait, c'est sûr que c'est le, bien. Hein. le problème, c'est que quand tu as un proprio qui estime avoir raison envers et contre tous, qui croit connaître ce qu'il faut faire, qui croit savoir ce qu'il faut faire, et qui n'arrête, comme il est, enfin, comme il est complètement Bah, déconnecté du truc, oui, il est il passe pas son pro. temps à mettre à imposer des décisions qui sont pas les bonnes. C'est ce qui a coûté cher pendant des années aux Kings. Hein. Là On encore, sait très bien Vivek que Ranadivé, c'est encore quelqu'un qui met son nez là où il faut pas, quoi. on Et sait t'as que envie c'est de lui dire, mais mec, arrête. James Dolan au Knicks, il a fallu Leon Rose pour que le gars arrête de vouloir mettre son nez dans les affaires, quoi. Et il y a que comme ça qu'il a arrêté de dire, oui, bien, de co-signer des décisions qui étaient calamiteuses à chaque fois. Donc après, ça a duré 20 ans. Hein. Tu parles aux fans d'Enix, les mecs, ils sont traumatisés. Donc Matisse Bia, effectivement, c'est un énorme problème. Et lui aussi, il a une sorte de no trade clause. Il est difficilement bougeable. Mais ouais. Le mec, il a dépensé 4 milliards pour acheter les Suns. Tu penses bien qu'il a envie de jouer avec son joujou, quoi. Il a envie d'être là, il a envie de vivre son truc. C'est comme Vivek Ranadivé, effectivement, très, très, très bonne comparaison. C'est des gens qui
croient que leur investissement est essentiel au bien-être de la franchise, quoi. Oui, puis surtout, ils sont persuadés d'avoir des compétences C'est ça. pour gérer. Enfin voilà, ce sont sans doute des très bons hommes d'affaires, ça je ne me permettrai pas de le constater. Mais une franchise de sport, c'est quelque chose de particulier. Voilà, on peut même aimer le basket et être très mauvais pour faire des choix sportifs. C'est pour ça qu'en général, on s'entoure de GM, etc. Et ça, ce sont des gens qui veulent un peu être touche à tout et on n'a pas forcément les compétences adéquates. Hein. Après, le problème, c'est le rapport hiérarchique entre le GM et le propriétaire. Si le propriétaire embauche un GM qu'il peut manipuler parce que c'est lui qui lui paye son salaire, tout simplement, qui a le droit de vie ou de mort sur son avenir professionnel, on va dire, bah forcément, ça crée un conflit de hiérarchique et ça fait que le GM se pliera quoi qu'il arrive aux pseudo intuitions de son propriétaire, aussi pourri soit-elle, quoi. Alors que dans le cas de James Dolan au Knicks est assez fascinant. Leon Rose aujourd'hui, clairement, c'est lui qui construit cette équipe et c'est un des seuls dans l'histoire des Knicks. Je sais plus, il y en a un autre aussi, l'ancien GM des Pacers, Donnie Walsh, qui avait réussi un peu à tenir la dragée haute à James Dolan. Phil Jackson aussi d'un certain côté, mais ça c'était une mauvaise expérience pour le coup pour les Knicks. Ça s'est pas du tout passé comme il l'espérait. Et là, Leon Rose, non seulement il prend des bonnes décisions, mais en plus il a réussi à dire à James Dolan, écoute, tu t'occupes absolument pas de ce que je fais, quoi. Tu me laisses gérer, c'est moi qui gère. Et c'est ce qui a sauvé cette franchise quelque part. Charlie, t'en penses quoi toi de ça, de ce rapport propriétaire, general manager, même président des opérations basket, c'est ça qu'ils sont la plupart aussi. Ouais, c'est extrêmement important, c'est fondamental. De toute façon, c'est la direction sportive, donc c'est eux qui doivent fixer la ligne. Et moi, c'est pour ça que Matisse Bia, sa personnalité, elle m'inquiète. C'est que, en fait, c'est au-delà du fait qu'il se soit planté. À la limite, se planter, c'est pas grave, tu vois, ça arrive. Mais c'est vraiment cette espèce d'attitude où t'avais vraiment l'impression qu'il prenait tous les autres pour des cons, en fait. Et moi, alors quelque part, ça me rassure ce qu'a dit Windhorst là, que l'idée c'est de reconstruire autour de Devin Booker. Écoute, c'est le plus logique. J'ai très hâte de voir comment Matisse Bia va nous expliquer que c'est une idée révolutionnaire, alors que c'est comme ça que l'équipe se construisait avant qu'il fasse le rachat en fait. Donc bon, on va voir comment ça va se passer. Je suis pas très confiant, mais au moins on a un peu l'impression ces derniers jours là qu'ils ont compris qu'il fallait revoir leur modèle de construction, en espérant qu'ils aient la possibilité effectivement de revoir leur modèle de construction, là où, comme on le disait, pour les Sixers, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Ouais. Flo, un dernier mot sur les super teams, sur les mauvais projets, les mauvaises idées de super teams. Ah ouais, j'ai surtout une pensée pour tous les fans des franchises qu'on vient d'évoquer. Hein. Alors pas pour les Lakers parce que ça se passe pas trop mal en ce moment, mais ouais, pour les fans des Suns, Sixers et même encore les Nets qui souffrent un petit peu. Voilà, je leur souhaite bien du courage parce que ouais, ça va être compliqué. D'abord, je souhaite aussi le bon rétablissement à Embiid, mais ouais, c'est la première pierre de toute franchise, ça reste le président, hein, comme on l'a dit. Hein. Si un président qui nomme les bonnes personnes, ça se passe bien. Le proprio. Hein. Oui, j'ai dit quoi? Président, oui, pardon, proprio. Oui, je voulais dire propriétaire. Regardez les Warriors, il y a un mec qui est venu, il a mis les bonnes personnes, il les a laissés gérer. Ça n'a pas trop mal marché pendant quelques années. C'est tout par-delà. Hein. Franchement, au moins, les Nets, si mes souvenirs sont bons, c'est Bobby Marks qui expliquait il y a quelques semaines qu'ils avaient en leur possession une trentaine de choix de draft sur les 7-8 prochaines saisons. Et si Phoenix et Philadelphie sont dans le même état dans 3 ans, c'est-à-dire qu'ils sont tellement avancés dans leur processus de reconstruction qu'ils ont déjà une trentaine d'assets sur lesquels ils dorment, bah chapeau à eux, mais j'y crois pas une seule seconde. Ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est qu'on vient de parler là des super teams, et je viens de percuter parce que, et je sais pas comment ça se fait que j'ai pas percuté avant, mais cette histoire des Nets, là, Bobby Marks, il a dealé avec les Sixers, puisque c'est à eux qu'il a refourgué James Harden, il a dealé avec les Suns, il a récupéré des assets en leur dealant Kevin Durant. Et aujourd'hui, effectivement, Bobby Marks, lui, il est avec une équipe qui joue rien, mais les Suns ne jouent rien non plus, clairement. Les Sixers non plus. Et c'est peut-être lui qui a le plus aujourd'hui de capital pour l'avenir immédiat, on va dire, pour les 3, 4, 5 saisons à venir. Enfin. Tu veux dire qu'il a un détecteur de pigeons? Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'était impossible de penser ça rien qu'au début de la saison, là. Ouais.
C'était impossible de terminer sur cette conclusion-là. Et là, on va finir la saison 2025 avec potentiellement les Nets qui sont... Alors, on va voir. Effectivement, comme dit Florent, on souhaite que Joel Embiid se remette. Et j'espère vraiment qu'on le reverra à son meilleur niveau sur un terrain de basket. Paul George, pareil. J'espère qu'il reprendra le basket au sérieux à un moment ou à un autre dans sa carrière. Pour les Suns, on verra ce qui se passera. À mon avis, ils sont face à une reconstruction qui va pas être simple. On verra. Ça dépend de ce qu'ils vont récupérer avec Durant et avec Bradley Beal si ça se passe. Mais les Nets aujourd'hui, eux, ils sont en train de reconstruire. Ils se sont relancés là-dedans. Et je trouve que Bobby Marks, il a pas mal géré une situation qui, quand tu te replonges un petit peu à l'époque avant le transfert de Kyrie et de Kevin Durant là, et même celui de James Harden. Franchement, c'était un cauchemar absolu, cette situation, quoi. Et aujourd'hui, il est plutôt pas si mal barré que ça, finalement. La NBA, ça pas va dégueulasse. vite. Ouais, ça va très, très vite. 2021, les Suns sont en finale de NBA. Et voilà. 2025. Il y a 5 ans, t'as 5 ans, t'as des branches pour moi, t'as des phases de 5 ans, quoi. Si en 5 ans, t'as rien fait, faut que tu bouges, il faut que tu changes de projet, quoi. Après, faut savoir quelle est l'année 0, en fait. C'est quoi l'année 1 de ton projet? Alors attends, juste, on a dit Bobby Marks depuis tout à l'heure, en fait c'est Sean Marks, hein, le general manager. Oui, c'est Sean Marks. Petite boulette, ouais. Bobby Marks, c'est le mec d'ESPN. C'est ça, exactement. Qui a bossé Brooklyn aussi. Oui, c'est pour ça qu'on s'est planté, en fait. C'est que les deux ont bossé à Brooklyn, et en plus, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc. Ouais, tout à fait. On va terminer le podcast, si vous le voulez bien, avec le Magic d'Orlando. Je voulais en parler parce que Jalen Suggs a opté pour une opération de son genou qui devrait mettre fin à sa saison. Alors, il a affirmé qu'il voulait essayer de faire tout ce qui était en son pouvoir pour revenir pour les playoffs. J'espère que la franchise et lui-même prendront la décision qui s'impose si jamais c'est pas la bonne décision à prendre, parce que j'ai pas envie que Jalen Suggs se blesse au-delà de ce qui serait raisonnable. C'est probablement le coup de grâce pour cette équipe, pour ses ambitions, on va dire, parce que il y avait des vraies ambitions, selon moi, pour Orlando en début de saison, et puis ça a vite dévissé avec les blessures qui se sont enchaînées. Paolo Banchero, ensuite Franz Wagner, ensuite Jalen Suggs, il y a Mo Wagner également qui est out pour la saison, qui s'est fait, je crois, les ligaments du genou, un truc comme ça. Au final, les 3 joueurs majeurs du Magic, donc Suggs, Banchero, Wagner, ont joué que 6 matchs ensemble cette saison, 97 minutes au total. Et voilà, et je trouve ça assez triste parce que, comme je le disais tout à l'heure quand on parlait des Blazers et qu'on comparait Toumani Camara à Jalen Suggs, Jalen Suggs, pour moi, c'est vraiment l'âme de cette équipe, c'est le cœur de cette équipe, c'est lui qui définit l'identité de cette équipe. Et Banchero et Wagner, c'est les deux gars, les deux artistes, hein, les deux solistes absolument hyper talentueux. Mais voilà, et j'ai pas l'impression qu'Orlando va... Là, voilà, c'est un coup d'arrêt dans les ambitions d'Orlando. J'aurais bien aimé les voir finir la saison correctement, accrocher le play-in, faire une série de playoffs. Je crains que ça soit pas le cas. Charlie, qu'est-ce que tu as à dire sur Jalen Suggs et le Magic? Bah déjà, ouais, la saison est assez catastrophique en termes de blessures. Ouais. Effectivement, t'as fait la liste. C'est vrai que c'est un peu un jour sans fin du côté de l'infirmerie d'Orlando, et c'est hyper frustrant parce que cette équipe, elle a quand même montré cette saison des qualités mentales qui sont impressionnantes. Ils ont longtemps tenu la baraque malgré les absents. Mais l'accumulation est trop compliquée à gérer, et moi ça m'étonne pas tant que ça soit au moment où Jalen Suggs manque que l'équipe elle plonge un peu plus, parce que tu l'as dit, c'est pas le plus clinquant, c'est peut-être pas le plus talentueux, c'est peut-être pas celui qui marque le plus de points, mais c'est peut-être celui qui est le plus important en réalité en termes d'identité. Et écoute, ouais, c'est dommage parce que c'est une équipe pour laquelle on avait certaines attentes en début de saison au regard de leur performance la saison précédente. Certes, ils ont perdu au premier tour, il me semble, mais en 7 matchs face à Cleveland. Moi, je suis d'accord avec toi. J'espère qu'ils vont pas faire de conneries avec Suggs parce qu'en fait, il y a absolument pas d'urgence côté Orlando. C'est ça. Tout l'effectif est sous contrat la saison prochaine. Wagner et Suggs, ils ont déjà prolongé. KCP, Isaac, Anthony, Carter Jr., tous ces mecs-là sont sous contrat au moins jusqu'en 2027. Alors oui, il va falloir gérer le cas Banchero et le prolonger, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute quant au fait qu'il va obtenir un contrat à la hauteur de son potentiel et de son statut dans la ligue, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui est déjà All-Star, qui a déjà prouvé qu'il était capable d'être impactant en play-off. Donc ouais, moi j'avoue qu'au-delà des questions sur leur fin de saison, qui s'annoncent compliquées, parce qu'en fait,
même si tu sors du play-in aujourd'hui et que tu vas te coltiner Boston ou Cleveland, bon courage, hein. J'espère surtout qu'on aura l'occasion de voir cette équipe un peu préservée des blessures la saison prochaine, qu'au moins on voit ce que ce groupe peut donner en restant en bonne santé sur toute la saison. Ce serait important, je pense. Et puis ça permettrait de répondre à pas mal de questions qu'on a aussi sur le potentiel de ces joueurs-là. Tout à fait, ouais, complètement d'accord. Flo, un mot sur le Magic et cette saison, voilà, marquée vraiment par les blessures et probablement cette absence fatale de Jalen Suggs. Ouais, c'est un peu oui, la blessure de Jalen Suggs, c'est un petit peu le dernier coup de couteau pour faire tomber le corps. Sa priorité, c'est de se soigner, hein. C'est sûrement pas d'essayer de jouer un quelconque play-in cette saison. Non, non, non. Alors c'est très sympa de sa part de vouloir revenir le plus vite possible, et on peut le comprendre, c'est le cas de tous les sportifs. Mais la priorité, c'est de se soigner, et surtout pour revenir la saison prochaine. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il revienne trop vite et ce qu'il reblesse bêtement. Ouais, c'est dommage parce que on parlait de dynamique pour Portland, c'est un peu pareil pour le Magic. Ça se passait bien et il pouvait faire quelque chose, acquérir un peu plus d'expérience encore qu'il n'avait en playoff avec ce jeune groupe. Tout à fait. C'est triste parce que ouais, ça les foudroie. En plus, oui, cumulé avec la blessure de Maurice Wagner. Ouais, c'est deux sales blessures en plus. C'est quand même des blessures où t'es out plus de 6 mois. Ouais, c'est un gros coup dur. La priorité dans ces cas-là, c'est revenir en forme et pas revenir de manière précipitée. On a évoqué Embiid. Voilà, cette année, est-ce qu'il n'a pas joué trop de matchs? Alors que ça, c'est toujours le problème. Donc vouloir faire revenir les joueurs trop vite, parfois à court terme, t'es content, puis à long terme, tu le payes très très cher. Donc tout à fait. Qui reviennent, qui se reposent. Ils ont encore le temps aussi. C'est une équipe encore assez jeune. Les frères Wagner sont jeunes, Suggs aussi, etc. Patience. La fenêtre pour eux n'est pas là. Et puis que le reste de l'équipe essaye de bien terminer quand même la saison, continuer à acquérir du jeu. Ils feront sans doute play-in, je pense. Bon, après, qui passe ou qui passe pas, c'est anecdotique. Et de toute façon, si c'est pour affronter très probablement les Cavs ou les Celtics, ouais, bien sûr. l'issue de la série est connue. Donc, après, moi, je reste partisan du fait qu'une jeune équipe, quand bien même tu te fais déchirer, une série de playoffs, c'est toujours un énorme bond en avant. Et tu vois, si j'essaye de trouver un petit peu des points positifs dans la saison d'Orlando, malgré la galère absolue qu'aura été cette saison pour eux, voilà, t'as Anthony Black, des mecs comme Anthony Black et surtout Tristan da Silva. Qui aurait parié un seul billet sur le fait que Tristan da Silva devienne, à un moment, a été l'option numéro 1 en attaque dans cette équipe, quoi. Et franchement, il a pas démérité, il a 23 ans. C'est le 18e pick de la draft l'été dernier. Et franchement, il a pas démérité. Je trouve que ils ont vraiment une équipe hyper intéressante, Orlando, quoi. Il y a vraiment du potentiel de fou. Et comme disait très bien Charlie, aujourd'hui, on a envie de savoir à quoi. Est-ce que cette équipe est capable de se construire une identité? Moi, j'en suis personnellement convaincu. Mais est-ce qu'ils sont capables de capitaliser sur leur progression, leur identité et vraiment devenir une franchise qui pose problème au sein de la conférence Est? Et tout d'un coup, on a un gros coup d'arrêt cette saison et ça me fait suer pour eux, quoi. Ouais, mais malgré ça, effectivement, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'accrocher un premier tour de playoff pour des joueurs, effectivement, comme Anthony Black ou Da Silva, ça pourrait avoir de l'intérêt. Anthony Black, il a quasiment pas joué en playoff la saison dernière. Ouais. Pour son apprentissage, ça pourrait être un passage important, c'est vrai. Parce que là, ils sont quoi? Ils sont 8e, ils sont à égalité, ils sont coude à coude avec Atlanta. Miami est pas très très loin, ils sont un match devant. Chicago ferme la marche. Heureusement, la médiocrité de Chicago et de Brooklyn fait que logiquement, ils ont une place assurée en play-in, donc ils vont au moins faire le play-in. Moi, je dis que c'est pas du tout impossible qu'ils arrivent à accrocher un premier tour, bien que là, ça traîne des pieds. On voit que l'absence de Suggs est vraiment un coup dur, notamment justement sur leur identité qui est une identité défensive. Et c'est là que le bas blesse aujourd'hui.
Maintenant, il y a Banchero, Wagner qui ont clairement besoin de temps pour se remettre, retrouver du rythme et tout ça. On est souvent trop exigeant avec les joueurs des fois NBA. On se dit, c'est bon, ils reviennent de blessure, ils vont se remettre en jambes tout de suite. Non, souvent il faut 10 matchs, 15 matchs, 20 matchs pour se remettre dans le rythme et retrouver des sensations, quoi. Et je me dis que c'est pas totalement impossible. Mais par contre, voilà, j'ai pas envie de voir Jalen Suggs risquer quoi que ce soit, surtout qu'il avait un problème de dos. À la base, il était sorti sur un problème de dos. Donc, il a quand même accumulé deux trucs qui sont pas cool du tout, quoi. Donc, j'ai pas envie de le voir mettre ça. Comme tu l'as très bien dit, Charles, il y a aucune urgence pour que ça se passe maintenant, quoi. Ils peuvent faire sans, continuer à avoir à faire une expérience playoff, et puis l'an dernier, ils reviendront plus forts, quoi. Flo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord, hein. Pour l'instant, c'est repos, continuer pour les autres joueurs, continuer à jouer et puis voir ce qui tombe à la fin de l'année, le playing, quelle position, etc. De toute façon, ils n'ont rien à perdre, rien à gagner cette saison, donc qu'ils essayent d'acquérir tout ce qu'ils peuvent acquérir parce qu'ils sont encore jeunes et ils ont peut-être, pour revenir au premier sujet important, eux, ils ont peut-être 1 ou 2 joueurs qui peuvent être des franchise players, donc qu'ils ont de la chance et qui construisent autour. Ouais, complètement. Le mot de la fin sur le Magic, Charlie. Non, juste effectivement de croiser les doigts pour que la saison prochaine au moins on ait l'occasion de voir cette équipe avec de la continuité et pouvoir voir un peu ce que au moins quel est leur peut-être pas leur plafond mais ce qu'ils peuvent espérer dans cette conférence Est. Alors parce qu'on sait très bien que Boston restera peut-être pas cet épouvantail que c'est actuellement pendant des années et des années. En fait, c'est ça qui se passe à l'Est aussi, c'est que là on est quand même à un moment dans la conférence Est, dans un contexte où il y a peut-être des places à prendre au sommet de la conférence dans les 3-4 ans qui viennent, et une équipe comme Orlando, elle a des arguments pour être parmi les prétendants. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que Boston, pour tenir cette équipe qui elle aussi est en vente, Boston, ils vont avoir du mal à tenir cette équipe dans son intégralité sur la durée, quoi. Clairement, ça va pas être le cas. Et les gars, Derrick White, quel joueur de fou. Ouais. Quel joueur de malade ce jeu. C'est pas possible d'avoir un joueur de cette qualité dans cette équipe, quoi. C'est tellement sous-estimé, ce mec. Mais il est incroyable. Mais dans la victoire face à Denver, là, de Boston, et le match là de la nuit dernière face à Portland, mais c'est fou, quoi. Alors il y a aussi Pritchard qui fait un match de dingue, mais en fait Derrick White, t'as l'impression qu'il marque le shoot que tu rêves qu'il faut marquer à un instant critique de la rencontre, il va te le mettre, quoi. Il est fou, ce joueur. Il est fou. Il défend bien, il est intelligent, c'est fou, complètement fou. Bref, merci messieurs de m'avoir accompagné sur ce podcast. Avec plaisir. Ouais, c'est toujours un bon moment, c'était sympa. Et c'était cool, Flo, d'avoir tes lumières sur les Blazers. C'est fort gentil. J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est surtout plaisant de pouvoir parler un peu de son équipe de manière positive. Et puis merci encore pour l'invitation. Toujours un plaisir. Grave. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un excellent week-end et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.